c'est parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais dire simplement quelques mots au nom de ce lieu, donc la Maison de l'écologie qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années, qui est ravi d'accueillir ce soir Forcel et puis Iremo en la personne de Jean-Paul Chagnolot pour nous parler d'un sujet important, la Palestine, et avec des questions que vous avez précisées sur la paix. Je voudrais dire ici qu'à la Maison de l'écologie, à la fois on est un lieu accueilleur d'associations, donc on a l'habitude de permettre à des associations qui ne trouvent pas forcément des espaces de parole ailleurs de s'exprimer ici. C'est notre vocation, de permettre entre guillemets une forme de résistance. Le plus souvent on parle d'écologie, mais pas seulement, on parle aussi de société, on parle aussi du monde, on parle aussi de la paix. Et on aime croiser les regards, à la fois qu'ils soient scientifiques, intellectuels, artistiques, et on organise aussi avec des partenaires comme l'Université populaire de Lyon et puis le Théâtre du Bruit, ainsi que de conférences qui s'appellent les Anthropocéniques. Cette année, ça a changé de nom, ça s'appelle les SUV. On aura l'occasion de vous proposer dans quelques semaines une journée dédiée à la novlangue. Vous savez, cette maladie qui aujourd'hui nous empêche de poser les problèmes comme il faut et qui encapsule tout un tas de références qui nous privent de notre liberté. Donc on va voir comment s'en affranchir. C'est l'objet de notre prochaine rencontre. Ce soir, je vais vous donner la parole pour Forcel. Vous allez nous présenter Jean-Paul Chagnolot, qu'on est vraiment ravis d'accueillir. Forcel, c'est le Forum de solidarité euro-méditerranéen, qui travaille à la convergence des cultures et des sciences et de l'amitié et des solidarités entre les deux rives de la Méditerranée. L'IREMO, c'est l'Institut de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, et d'études, bien sûr, puisque vous êtes professeur émérite des universités, docteur en sciences politiques, vous présidez aussi, vous dirigez, vous êtes rédacteur en chef d'une revue, et puis vous dirigez une collection à l'Harmattan. Mais tout ça, vous allez nous préciser. On vous remercie d'être ici. Et bonne soirée à toutes et à tous. Je fais une petite précision, du coup, ici vous êtes dans un lieu qui est 100% indépendant, on a zéro subvention, on est qu'avec des bénévoles, on est propriétaire de nos murs, ce qui fait qu'on a une liberté de temps absolue. Par contre, on a un modèle économique qui est fragile, donc on fait appel à... c'est grâce à vos dons qu'on peut vivre. Sinon, les toilettes sont à droite en sortant. Et voilà, ce serait une bonne soirée à tous. Merci. Et oui, merci beaucoup d'être venus si nombreux, d'avoir répondu à notre invitation. Et un grand merci à la Maison de l'écologie qui nous accueille aujourd'hui et surtout qui ont accepté d'organiser cette conférence, sachant que sur Lyon, c'est devenu très difficile d'organiser des conférences. Nous, ça fait depuis novembre qu'on cherche une salle pour organiser cette conférence. Du coup, voilà, un grand merci, un grand merci. Cette conférence, on devait l'organiser d'ailleurs au mois de novembre, quand je vous ai appelé la première fois, mais j'ai tout de suite précisé que voilà, la situation à Lyon fait que ça va être difficile de trouver une salle. Voilà. Jean-Paul Chagnolot, c'est pas la première fois qu'il vient à Forcel. Là, ça va être la 4e fois. C'est un habitué. On a eu la chance d'avoir dans notre association un membre fondateur qui s'appelle Gilles Berminier, qui nous a quittés, qui était vraiment un élément moteur. C'est avec Gilles Berminier qu'on a pris contact avec Jean-Paul Chagnolot, qui vous connaissez très bien. À peine depuis 40 ans. Voilà, vous êtes même des amis, on peut dire. Du coup, voilà, c'est pour faire un petit
rappels, hein, parce que Gilbert Meunier, il a été vraiment très très important pour l'association Forsam. Du coup, Forsam, voilà, vous l'avez présenté rapidement, mais c'est vraiment, l'idée, c'est un rapprochement entre les deux rives, et on a repris à notre compte une formule de Mohamed Akoul, qui disait qu'il n'y a pas de choc des civilisations, il y a un choc des ignorances des deux côtés, et il faut combattre ces ignorances-là, parce qu'après tout, la Méditerranée, c'est un espace partagé, il y a beaucoup d'échanges dans le temps, dans l'histoire, voilà. Et du coup, Forsam s'inscrit dans ce projet-là de rapprocher les deux rives, en organisant des conférences, en organisant des colloques, des séminaires. Quand c'est possible, on le fait ici, on le fait aussi de l'autre côté, comme ça a été le cas pour notre projet pour une histoire commune entre franco-algérienne. On a organisé un colloque ici à l'ENS. On a organisé la même chose en Algérie, dans une ville qui s'appelle Béjaïa. Voilà. Du coup, un grand merci à Jean-Paul Chamiolo d'avoir accepté notre invitation. Voilà, je sais que vous êtes très très pris et voilà, vous vous êtes même déplacé jusqu'à Lyon. Du coup, voilà, vous l'avez aussi présenté, hein, mais bon, il est actuellement, bien sûr, il est professeur émérite à des universités. Il est directeur de l'EREMO, Institut de recherche et d'études de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup publié sur le sujet, mais pas simplement sur la question israélo-palestinienne. Il connaît très bien le Moyen-Orient, la géostratégie du Moyen-Orient. Bon, alors, je vais juste pour ceux qui veulent acheter ou trouver ces ouvrages, je vais citer les 3 derniers ouvrages, sachant qu'il a au moins une quinzaine d'ouvrages. Voilà. Du coup, je citerai les 3 dernières publications. Hein. Du coup, il y a Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, publié en 2017 chez Actes Sud. Voilà. Il y a un autre livre qu'il a publié en 2018, Israël face à Israël. C'est un livre qu'il a coécrit avec Pierre Blanc, publié chez Autrement. Et il y a un autre livre aussi qu'il a publié en 2019, voilà, Proche-Orient, 7 ans de régression, 2012-2019, publié chez l'Armatan. Et le dernier, c'est en 2022, le rendez-vous manqué des peuples, de l'échec des révolutions populaires aux dérives populistes. Voilà. Juste aussi pour signaler qu'il y aura à la fin de la conférence une intervention de Madame Amrouche Shams, qui est présente, qui fait un travail artistique en relation avec la Palestine, les femmes palestiniennes. Du coup, à la fin de la conférence, elle va nous présenter son travail. Voilà. Et bien, sans tarder, la parole est... Bien. Alors oui, juste pour préciser, pour l'organisation de cette conférence, du coup, Jean-Paul Chamiolo, il aura entre 30 et 45 minutes pour son exposé. Et après, ce sera un débat ouvert. Et s'il vous plaît, il faut que ce soit vraiment des questions pour que ça soit... Voilà. Et on doit normalement rendre la salle à 20h30. Voilà. Ouais. Bien, bah écoutez, bonjour. D'abord bonsoir et merci de cette invitation. On m'a dit que les 2
deux dernières conférences sur le sujet avec les soit interdits, soit je ne sais pas boycottés. Ouais. Donc on attend avec impatience la décision du préfet pour nous interdire. C'est assez drôle. Mais je vais en parler tout à l'heure de manière sérieuse, parce que vous allez voir que ça pose un vrai problème. Et sur un sujet aussi vaste, moi je vais essayer d'aborder par segment. Et je vais en prendre trois segments, trois questions, qui sont évidemment liées les unes aux autres. Le premier, c'est rappeler un peu l'historique et donc la question de la centralité de la question palestinienne. Le second point, évidemment, c'est essayer de comprendre cette guerre dans ses objectifs, quelque part dans sa nature. Puis il y a un troisième point aussi que je voudrais aborder, c'est la question du soutien de l'Occident dans ses différentes dimensions, et en particulier, justement, les manifestations des préfets, qui posent, à mon avis, un vrai problème en termes de liberté d'expression. Donc j'attends que le préfet, maintenant que j'ai dit ça, vienne. C'est intéressant d'avoir un débat avec le préfet, qui serait complètement enfermé dans sa circulaire, n'est-ce pas? On va y revenir. Alors sur le premier point d'abord, c'est d'ailleurs la centralité. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit l'idée, que vous connaissez certainement, mais avant le 7 octobre, en fait, la question israélo-palestinienne, la question palestinienne, on voulait vraiment l'oublier. Et je vous donne une anecdote. Je commence par une anecdote. Je fréquente 2-3 diplomates de temps en temps, notamment avec l'IREMO. Et j'étais avec un haut diplomate. Quand on dit haut, ça veut dire quelque chose, ou pas grand-chose, quand on les connaît de plus près. Et en tout cas, le diplomate, je lui dis, c'était exactement il y a un an, c'est-à-dire février-mars, quelque chose comme ça. Et je lui dis, alors vous en êtes tout de la politique française à l'égard du Moyen-Orient et de la question palestinienne? Et il me regarde comme ça, le haut diplomate, donc de haut, et il me dit, vous vous intéressez encore à cette question? Et d'un ton vraiment de compassion à l'égard d'un abruti qui manifestement n'avait rien compris à la politique de la France. Et donc après on a eu une discussion un peu tendue en disant, bah, écoutez, quand même ça existe. Mais cette phrase, cette anecdote, elle est pas simplement une anecdote, elle est révélateur, ou révélatrice, comme vous voudrez, d'une situation qui dure depuis des années et des années. Et on va brièvement la séquencer, cette période. Si vous voulez, la rupture qui a fait que on a de plus en plus oublié la question palestinienne, c'était il y a longtemps, c'était il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire avec l'échec d'Oslo, c'est-à-dire la période qui va de 1993 à 2000, et ce qu'on a appelé la deuxième intifada en 2001, qui se termine en 2001. Et à partir de là, il y a eu encore des tentatives, en 2002, 2006, 2008, je ne vais pas vous les énumérer, ce serait trop long, mais il y a eu encore, et notamment avec l'administration de Barack Obama. Et puis il y a eu un dernier texte, bonjour monsieur, vous avez voulu arriver discrètement, c'est réussi. Et donc, le dernier texte important, justement, qui montre qu'il y avait quand même encore des initiatives ici ou là, c'est une très importante résolution du Conseil de sécurité qui a lieu en décembre 2016. Alors, décembre 2016, il faut essayer de se souvenir de ce que ça veut dire. Décembre 2016, c'est la fin du mandat de Barack Obama. C'est-à-dire que 3 semaines après, il y avait un certain, j'ai oublié son nom, Donald Trump, qui arrive au pouvoir, et évidemment, je vais vous en parler. Donc, jusqu'en décembre 2016, il y a eu quelque chose. Et cette résolution du Conseil de sécurité, elle est très importante. Parce qu'elle redonne tous les éléments fondamentaux du conflit. Donc on avait oublié, mais quand même pas complètement, puisque le Conseil de sécurité a pris une position très claire, notamment en disant un principe qui est très connu et qui est fondamental, inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force. C'est la première phrase de cette résolution, mais qui rappelle des résolutions antérieures, et en particulier, je ne vais pas vous la faire trop technique, mais la 242 de novembre 67. Hein, c'est un principe fondamental, on rappelle, les colonies sont illégales, il faut 2 États, etc. Donc ce texte, il faut mémoriser cette dernière date, décembre 2016. Et ensuite, donc depuis cette époque, on peut dire que là, ça s'est accéléré, la volonté de faire disparaître la question palestinienne, pas israélo-palestinienne, mais palestinienne, la dissoudre en quelque sorte. Et qui est à l'origine de ça? Qui est l'acteur majeur de ça? Là, c'est évidemment le gouvernement israélien. C'est Netanyahou. Netanyahou est au pouvoir, il faut bien le comprendre, depuis très longtemps. Il est au pouvoir depuis 2009, jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a eu une parenthèse, il y a 2-3 ans, où il a perdu les élections, puis il est revenu, bref, mais depuis 2009. Et il avait été
il faut le savoir, Premier ministre entre 1996 et 1999, c'est-à-dire en plein Oslo. Bref, depuis 2009, enfin depuis 1996, mais il est revenu au pouvoir en 2009, il n'avait qu'une obsession, en fait, c'est liquider la question palestinienne. Et pour cela, il fallait absolument décrédibiliser au maximum l'autorité palestinienne, celle qui est liée à l'OLP, celle qui est prête à faire des concessions, celle qui est prête au dialogue. Décrédibiliser l'autorité palestinienne, sans être méchant, c'est pas difficile, parce qu'ils se décrédibilisent eux-mêmes, hein, c'est pas des lames. Je suis un peu sévère et rapide, vous rectifierez vous-même. En tout cas, c'est ça. Donc il a marginalisé l'autorité palestinienne avec Mahmoud Abbas, et il a au fond, quelque part, décidé que son seul interlocuteur, si je puis dire, était le Hamas. Il a joué cette carte, parce que le Hamas, c'est des terroristes, par conséquent, on ne peut pas négocier avec eux, et on a eu plusieurs affrontements à Gaza depuis des années. En 2008, en 2009, en 2012, enfin bref, vous connaissez tout ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en Israël, on lui reproche infiniment d'avoir fait ça. Hein. On se réveille, mais beaucoup trop tard. Donc il faut bien comprendre ça. Et donc Netanyahou avait cette idée, avec en plus comment dirais-je, une ligne politique qui est très ancienne dans la droite israélienne, c'est on va essayer au maximum de marginaliser la question palestinienne, et puis on va au maximum pour normaliser avec les États arabes. Autrement dit, on fait la paix avec les États arabes, et on liquide la question palestinienne, on la met sous le tapis. Et Netanyahou, ça a toujours été sa ligne, en disant, de toute façon, on n'a pas d'interlocuteur, on ne va quand même pas discuter avec le Hamas. C'est ça l'idée. Et l'arrivée de Donald Trump, en janvier 2017, ça a été une aubaine pour Netanyahou. Parce qu'évidemment, Trump était vraiment l'ami le plus proche qu'il ait jamais eu, a soutenu à fond Netanyahou et Israël, et il a proposé un plan de paix. Ce plan de paix, je le résume en une phrase, c'était tout de suite pour Israël, et peut-être quelque chose plus tard pour les Palestiniens. C'était ça un peu le schéma. C'est-à-dire qu'en fait, il avait même considéré que les colonies n'étaient pas illégales. Les colonies, alors que c'est fondamentalement du point de vue du droit international, évidemment illégal. Et donc, cette problématique, évidemment, elle convenait parfaitement à Netanyahou. Comme en plus les Palestiniens sont divisés depuis très longtemps, c'était vraiment avoir la puissance américaine avec lui. Et il y a eu ces fameux accords d'Abraham, dont chacun se souvient, c'est-à-dire des normalisations qui se sont faites avec les Émirats arabes unis, avec le Bahreïn, bon, c'est pas une grande puissance, avec le Maroc, c'est pas rien, avec le Maroc, avec le Soudan, parce qu'il fallait bien. Et puis ensuite, et c'est ça qui était fondamental, l'acteur clé dans cette affaire, le Maroc, c'est déjà très important, évidemment, très important, mais pour plein de raisons. Et on a j'allais dire ça en anglais, bargain, et d'aller, comment dirais-je, négocier avec la question, marchander, cherchez le mot, marchander la question du Sahara occidental, vous avez suivi ça. Donc le Maroc en plus le Maroc a des relations très historiquement liées à Israël, parce qu'il y a une très importante communauté juive marocaine, vous savez tout ça. Bref, donc, mais l'acteur majeur au Moyen-Orient, du point de vue arabe, qu'on attendait, évidemment, c'était l'Arabie Saoudite. La grande question, c'était est-ce que l'Arabie Saoudite va normaliser ses relations. Et on n'était vraiment pas très loin de tout ça lorsqu'on se situe, disons, en 2023. C'était vraiment la grande question. La grande question n'était pas de savoir si l'Arabie Saoudite allait se joindre au processus de normalisation, mais quand et dans quelles conditions. Et entre parenthèses, mais c'est une parenthèse importante, les normalisations qui sont opérées à ce moment-là, en fait, piétinaient, et ça aurait été le cas de l'Arabie Saoudite si on avait été au bout de ce processus, piétinait un plan de paix arabe qui remonte à 20 ans, qui est celui de 2002, le fameux plan FAD. Et que disait le plan FAD il y a 20 ans, ou un peu plus, 22 ans maintenant? C'était oui à une normalisation avec Israël, disent les États arabes, à la condition que Israël reconnaisse les résolutions du Conseil de sécurité, par conséquent conduise à la création d'un État palestinien. Or, la normalisation qui s'est opérée, on a oublié la conditionnalité. On normalise, point barre. C'est important de rappeler ça parce que maintenant, c'est à nouveau quelque part à l'ordre du jour. On verra dans quelles conditions. Vous voyez l'idée? Donc, on a vraiment tout fait. Et donc, les chancelleries occidentales, donc à partir de 2017, à Paris, ben, ça revient à l'anecdote que j'ai citée tout à l'heure, n'est-ce pas? À l'Élysée, la question palestinienne, c'était vraiment quelque chose de tout à fait... Et puis, à partir de février 2022,
la guerre en Ukraine est venue encore surajouter la marginalisation de la question palestinienne. Voilà comment c'était. Hein. Mais en même temps, si j'ose dire, il est évident que on ne peut pas mettre sous le tapis la question palestinienne. C'est la question d'un peuple et de son droit à l'autodétermination. C'est ça la grande question. Et donc tous ceux qui s'intéressent au conflit Israël-Palestine savaient qu'il y aurait forcément, à un moment donné, une explosion de violence qui viendrait remettre en question cette situation où on voulait oublier la question palestinienne. Bon, c'était pas très compliqué. Quand on suit ça depuis des années, ce qui est mon cas, c'est une évidence. Moi, j'étais persuadé que ça viendrait de Cisjordanie. Je pensais qu'il y aurait une forme d'intifada, je ne sais pas comment, mais quelque chose qui viendrait de Cisjordanie. Moi, je me suis trompé, c'est pas venu de Cisjordanie, c'est venu, avec la violence que l'on connaît, de Gaza. Et d'ailleurs, l'armée israélienne avait, depuis pas mal d'années maintenant, 2-3 ans, pensé qu'il y avait certainement quelque chose qui arrivait en Cisjordanie. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses en Cisjordanie. Il y a eu beaucoup de mouvements de révolte, qu'évidemment les Israéliens appellent du terrorisme, mais qui sont des mouvements de résistance et de révolte, évidemment. L'armée israélienne n'a rien à faire là-bas. Et donc, il y avait beaucoup de contingents israéliens. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui fait qu'ils ont tardé à réagir au moment du 7 octobre. Chacun le sait maintenant, tout ça. Donc voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que pendant des années, on a voulu, en suivant finalement Netanyahou, avec l'appui américain, on voulait oublier la question palestinienne. Quand Biden a pris le pouvoir, donc, il y a maintenant 4 ans, 3 ans et demi, puisqu'il va y avoir de nouvelles élections en quelques temps, Biden a infléchi un peu la position des États-Unis, mais il a remis en question un certain nombre de choses, mais il n'a pas remis en question la normalisation, bien entendu. Parce que la normalisation, ça s'appelle la paix, même si on ne voit pas très bien ce qu'il y a dessous. Ou du moins, on ne voit pas les contradictions, c'est-à-dire on ferait la paix sur le dos des Palestiniens. Voilà. Donc, le 7 octobre, ça a été cette violente attaque du Hamas, qui a fait donc quelque chose comme 1200 morts, qui a pris des otages, et qui a été qualifié d'acte terroriste. Moi, j'appelle ça plutôt, au-delà de la question du terrorisme, j'appelle ça des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce qui s'est passé le 7 octobre est parfaitement inacceptable et condamnable. Donc voilà, donc le premier point, je laisse entrer. Bonjour, je vous prie. Comme chez vous, vous avez des chaises. Donc le premier point est celui-là. Le premier point, c'est dire, on avait voulu, quand je dis on, c'est les puissances occidentales et bien d'autres, oublier la centralité de la question palestinienne. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc la guerre et la riposte israélienne. Cette guerre, qui a été entreprise évidemment aussitôt, Netanyahou a immédiatement affiché 3 objectifs. Le premier, évidemment, c'était la libération des otages. Le second objectif, c'était éradiquer le Hamas, c'était ce terme. Et le troisième, c'était faire en sorte que cette frontière entre guillemets de Gaza soit désormais en pleine sécurité, qu'on organise la sécurité d'Israël. C'est ça les 3 objectifs. Et donc il a lancé une offensive absolument considérable, avec tous les moyens possibles, aériens, terrestres, d'abord aériens puis ensuite terrestres, et pour atteindre ces objectifs. Et en réalité, si j'ose dire, il y avait d'autres objectifs qui n'étaient pas énoncés d'un point de vue politique, comme ça a été fait à plusieurs reprises par Netanyahou, indiquant voilà nos 3 objectifs, mais c'était un certain nombre de ministres ou d'acteurs politiques importants israéliens qui énonçaient un certain nombre de choses. Et c'est là la clé de la compréhension de cette guerre, à mon avis. C'est-à-dire que, par exemple, le ministre de la Défense, Galland, a dit « nous allons agir comme s'ils étaient des animaux. Ce sont des animaux. Et donc, nous allons les détruire. »
Netanyahou, dans une lettre à un soldat, et ça c'est un point qui semblerait, enfin qui nous semble à nous, enfin, qui pourrait nous sembler un peu anecdotique, alors que c'est, à mon avis, central, absolument central. Netanyahou envoie une lettre aux soldats, nous sommes à mi-novembre, quelque chose comme ça, et il dit à ces soldats, vous avez en face de vous Amalek, et il faut détruire Amalek. Or, Amalek, dans la Bible, dans la Torah, c'est l'archétype de l'ennemi mortel d'Israël. Historiquement, bibliquement, et dans tout l'imaginaire politique et culturel, voire religieux. Il y a dans la Bible des versets qui traitent d'Amalek, on le voit surgir régulièrement. Il y a par exemple un verset qui est très impressionnant, dans le chapitre 25 du Deutéronome, qui dit ceci, « Tu effaceras la mémoire d'Amalek. » Tu effaceras la mémoire d'Amalek. Je vais y revenir à cette phrase. Mais elle est essentielle. Tu effaceras la mémoire d'Amalek. Et par ailleurs, d'autres déclarations ont dit et répété qu'il fallait chasser la population de Gaza, il fallait en venir à du nettoyage ethnique, et en tout cas, dans tous les cas de figure, il fallait rendre ce territoire invivable. Invivable. Quand vous regardez aujourd'hui, après, nous sommes à 5 mois de guerre, vous voyez bien que les 3 objectifs que j'évoquais ne sont pas atteints. Éradiquer le Hamas, il ne sera jamais atteint. Militairement, il est bien possible, effectivement, que ça soit en partie démantelé. Ça, c'est très possible. Mais la réalité du Hamas, c'est un groupe terroriste quand il fait ça, mais c'est aussi un groupe politique. Alors là, le préfet va arriver en disant « Vous avez fait une apologie du terrorisme ». Il y a des gens qui ont été embêtés simplement sur cette phrase-là. C'est complètement invraisemblable. C'est un mouvement, qu'on le veuille ou non, qui est consubstantiellement lié à l'histoire palestinienne depuis des décennies. Depuis, disons, 1988, sa création. Donc, éradiquer le Hamas, militairement peut-être qu'il sera très affaibli, ça c'est probable, mais politiquement, il n'a jamais été aussi fort. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On négocie avec le Hamas. La libération des otages, oui, ça c'est un objectif qui peut être atteint, mais par la négociation, pas par la force. Et pour l'instant, on en est à la deuxième, enfin, éventuellement une trêve qui est annoncée avant le 10 mars, début du Ramadan, voilà, ça serait possible. Et le troisième, la sécurité, on n'a jamais vu un pays aussi peu en sécurité. Donc ces 3 objectifs énoncés, à part la libération des otages, on peut penser qu'il arrivera dans les temps qui viennent, ne sont pas atteints, alors que les objectifs que j'appellerais non énoncés comme ça politiquement, mais déclarés par tous ces principaux acteurs, eh bien ceux-là sont réalisés. Ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le territoire de Gaza est invivable. Tout le nord déjà, une partie du centre et bientôt le sud. Nous sommes à 30 000 morts, mais 30 000 morts, sans compter sans doute ceux qui sont sous les décombres. On en est au dernier chiffre que j'ai regardé avant-hier, c'était à 70 000 blessés, 72 000 blessés. Nous en sommes à un stade où, comme au Moyen-Âge, le blocus qui a été mis en œuvre est si violent qu'il y a de la famine. Il y a des jeunes enfants qui viennent de mourir de faim. C'est-à-dire que l'idée de vraiment détruire et les traiter comme des animaux, ça a été mis en œuvre. Il faut être sérieux dans l'analyse. Les Nations Unies ont établi un rapport il y a quelques jours sur le patrimoine culturel de Gaza, c'est-à-dire les universités, les lieux culturels, les lieux cultuels, les cimetières, tout ça, ça a été rasé, écrasé. Alors, vous mettez en relief ou en miroir ce constat, qui est absolument évident aujourd'hui, c'est les Nations Unies qui parlent, et la phrase du « tu effaceras la mémoire d'Amalek ». Quand on veut ainsi éradiquer, raser les cimetières, détruire l'université, si vous prenez les deux, ça veut dire qu'on détruit le passé et on empêche l'avenir, parce qu'il y a des dizaines de milliers d'étudiants, ou même plus encore, qui aujourd'hui sont nulle part, puisque tout ce qui était leur dossier et leur avenir était dans les universités qui ont été détruites. Et il faut bien comprendre que les destructions qui ont été opérées, bien sûr, par des bombardements, elles ont été aussi
ces destructions opérées par des unités spéciales qui viennent et qui minent les différents territoires, enfin différents bâtiments, pardon, et ces soldats se filment. Moi j'ai vu, pas en France, ou très peu, mais aux États-Unis, sur CNN, vous aviez des reportages où vous voyez les soldats qui se filment après avoir détruit par exemple l'université, une des universités. Donc c'est une destruction systématique par les bombardements, mais aussi par des unités spéciales, quoi. Donc cette guerre, c'est ça. Donc il faut bien comprendre que cette guerre, elle est, finalement, c'est la première séquence de l'histoire palestinienne. On croyait avoir tout vu avec ce qui s'est passé pendant la guerre civile des années 1936, 37, 38. On pensait avoir tout vu avec la Nakba, c'est-à-dire avec le fait d'avoir expulsé 750 000 Palestiniens du territoire sur lequel se bâtit l'État d'Israël en 1948, puis encore 300 000 qui ont été expulsés après la guerre de 1967, qui ont traversé le Jourdain. Bref, sans parler de tous les... Enfin si, il faudra en parler de tous les moments terribles, comme Tel Zatar, tous ces comment dirais-je, tous ces massacres qui ont lieu à tel ou tel moment dans l'histoire palestinienne. Eh bien non. Ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui est sans doute le plus tragique, incontestablement, et marque un tournant dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, dans l'histoire de la région, et puis moi je dirais un peu plus, quoi, dans l'histoire tout simplement des relations internationales, parce que là on va très loin dans la destruction des civils. Et vous voyez l'ambiguïté de la notion de terrorisme. Quand on parle de terrorisme, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas avoir un débat là-dessus, mais ça veut dire qu'on tue des civils à des fins politiques pour les terroriser. Mais dans ces définitions qui n'existent pas au niveau international, il n'y a pas une définition, il y a plusieurs approches, chacun le sait, mais en réalité, à partir du moment où on parle de ça, on oublie de vouloir désigner les acteurs. C'est toujours un groupe, c'est jamais une armée, mais on pourrait dire qu'une armée aussi fait du terrorisme quand elle attaque directement les civils de cette façon-là. Mais je n'entre pas dans ce champ-là sémantique, ça ne m'intéresse pas. Moi, je reste sur le terrain du droit international. Et il s'agit, comme j'ai dit pour le Hamas, de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Pour ce qui se passe aujourd'hui, c'est clairement des crimes de guerre, probablement des crimes contre l'humanité, et possiblement, c'est à la Cour internationale de justice qui a été saisie par l'Afrique du Sud de dire si oui ou non il y aura un génocide. En tout cas, elle a publié une ordonnance le 26 janvier dernier, disant il y a un risque de génocide et Israël doit tout faire pour prévenir ce risque de génocide. Alors si un préfet quelque part dit on a fait de l'incitation à la haine parce qu'on a évoqué ça, mais c'est l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Que pèse un préfet, voire un ministre de l'Intérieur, par rapport à une décision de la Cour internationale de justice? Rien. Rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'attendais avec impatience que le préfet arrive. Bref, donc voilà la situation. Voilà. Et donc nous sommes vraiment là, et qui, je dirais, on parle beaucoup de questions humanitaires. Moi je crois qu'on a raison, mais allons au-delà de l'humanitaire et parlons de quelque chose qui est lié à l'humanité. Guterres a eu une phrase, le secrétaire général des Nations Unies, il a dit c'est une crise de l'humanité, ou l'humanité en crise. Il a oublié l'humanitaire, il a parlé de l'humanité. Effectivement, ce qui se passe, c'est quelque part, moi je dirais, une honte pour l'humanité. L'humanité organisée, structurée, qui se veut dépassant un certain nombre de choses qui sont passées il y a bien des décennies. Non, on est dedans. C'était le deuxième point. J'en avais trois. Le troisième, c'est le soutien à l'Occident. Le soutien à l'Occident. Le soutien de l'Occident, pardon. Ce qui est frappant dans cette guerre, et contrairement à d'autres épisodes, c'est que l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, les Européens, la France, dès le 8 octobre, ont été immédiatement, et sans se poser de questions, derrière Israël. Vous avez tous suivi ça. Et ces soutiens ont été multiformes. Le plus évident, j'en vois au moins trois types de soutien, mais il y en a, on pourrait voir ça de manière plus détaillée. Le premier type de soutien, il est évident, c'est le soutien diplomatique. C'est-à-dire, voilà, et en particulier ce sont les États-Unis qui jouent un rôle majeur. Soutien diplomatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en passant par le Conseil de sécurité, eh bien, on bloque le Conseil de sécurité pour ne pas que le Conseil de sécurité gêne l'action d'Israël. Il y a eu 3 résolutions qui demandaient un cessez-le-feu, il y a eu 3 vétos américains. Ce qui veut dire que les Américains empêchent
qu'il y ait un cessez-le-feu. Alors, ces jours-ci, ça évolue, hein, parce que voilà, on est peut-être au bout de quelque chose de si tragique que quand même ça évolue, mais tout de même, ça fait 5 mois. Et donc, c'est un soutien diplomatique. Et les Européens sont sur une ligne un peu différente au Conseil de sécurité. Ils parlaient de trêve, mais en tout cas, la réalité, c'est que c'est les États-Unis qui ont le dernier mot. Et le Conseil de sécurité, sur ce plan-là, n'a rien fait. Il suffirait qu'il y ait une résolution forte du Conseil de sécurité pour imposer un cessez-le-feu. Après, ça pose bien d'autres questions, mais voilà. Puis il y a aussi un soutien militaire. Un soutien militaire. Les armes, les bombes qui sont déversées sur Gaza, elles sont américaines, sont livrées. Les Français, je ne sais pas s'ils en font beaucoup, ils ne doivent pas être très loin, non, ça n'a rien à voir avec ce que fait les États-Unis, mais enfin bon, peu importe. Les États-Unis soutiennent aussi militairement, sans parler du fait que dès le début, ils envoyaient deux porte-avions croisés au large du Liban d'Israël, enfin dans la Méditerranée orientale, par rapport au Hezbollah, c'est une autre dimension. Donc voilà, c'est le premier soutien, je ne le développe pas parce que c'est tellement évident que c'est... Voilà. Le deuxième soutien, il est, je trouve, très important et quelque part plus pervers et peut-être à terme plus dangereux. C'est le fait que ce soutien conduit au fond à faire en sorte que le droit international soit marginalisé, voire que le droit international s'effondre. Je veux dire par là que, comparé à l'Ukraine, où là, le discours des Occidentaux est arc-bouté sur le droit international. Rien de tout ça, s'agissant de la Palestine et de ce conflit à Gaza. Par exemple, les Occidentaux, à raison, réaffirment en tapant sur la table qu'il y a un principe majeur en droit international qui est la non-admissibilité de l'acquisition de territoires par la force dont je parlais dans la résolution tout à l'heure de décembre 2016. Ils le répètent pour l'Ukraine, mais c'est tout aussi valable, évidemment, pour Israël. Il y a un tas de résolutions du Conseil de sécurité, américains compris, qui ont voté ça et qui le disent. Premier exemple. Puis deuxième exemple, en se plaçant, cette fois-ci, du point de vue du droit international humanitaire. Je n'ai pas entendu, sauf un ou deux, comme Borrell, le responsable de la diplomatie européenne, rappeler qu'Israël est une puissance occupante et qu'à ce titre, elle se doit de respecter la 4e Convention de Genève de 1949, qui est la convention qui protège les civils. Est-ce que vous avez entendu Macron parler de la 4e Convention de Genève? Ou bien les uns et les autres? Les Espagnols, oui. Les Irlandais, il y en a quelques-uns, les Belges. Mais voilà, les Européens n'ont pas fait une déclaration qui serait pourtant assez évidente et qui serait, en fait, l'application du droit, car dans la 4e Convention de Genève, il y a un article, c'est l'article 1er, qui dit que chaque État est responsable de la mise en œuvre et du respect de la 4e Convention. Donc ils sont habilités juridiquement à dire « mais la 4e Convention de Genève est bafouée ». Et on ajoute, c'est les crimes de guerre. Troisième exemple. La Cour pénale internationale, là nous sommes cette fois-ci dans le registre de la justice pénale. Eh bien, la justice pénale, pour l'Ukraine, encore une fois, on a fait les choses avec une remarquable efficacité en quelques mois, alors même qu'au départ l'Ukraine n'était pas membre de la CPI. On a arrangé ça, et du coup, il y a eu des enquêtes de terrain, et on a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine. Parce qu'il a transféré des enfants ukrainiens j'allais dire en Union soviétique, non, en Russie. Enfin bon. Donc voilà un exemple. Et pour la Cour pénale internationale, s'agissant de la Palestine, qui est membre de la CPI depuis 2015, 2014, eh bien, il y a des enquêtes, indépendamment de ce qui se passe en ce moment, qui avaient été lancées, mais il ne s'est rien passé. Dans un cas, vous avez 10 mois pour un mandat d'arrêt. Dans l'autre cas, vous avez 10 ans pour rien. Il ne s'est rien passé. Karim Khan, qui est le procureur de la Cour pénale internationale, n'a même pas pu entrer à Gaza. Il a été jusqu'à Rafah, enfin à la frontière, et il ne peut pas aller faire d'enquête. Ce qui veut dire que le terrain sur lequel il se passe aujourd'hui des choses terribles, bien, les preuves vont être évidemment balayées, broyées, dissimulées, je ne sais pas. Vous voyez ces différents... Donc on participe d'une fragilisation du droit. Et ce qui est grave par rapport à ce qu'on appelle le Sud global,
C'est vrai que dès que vous allez, alors ça, c'est pas ici que je vais développer ça, c'est trop évident, mais moi j'étais en Tunisie il n'y a pas longtemps, on m'a dit mais qu'est-ce que vous faites? J'étais au Liban il y a quelque temps ou avec des amis libanais, mais qu'est-ce que c'est que la France qui pense au droit dans certains cas et qui l'oublie? Deux poids, deux mesures, là on est en plein dedans. Alors nos diplomates vous disent non, pas du tout, c'est pas ça, enfin, voilà, ils vous font un numéro pas possible sur mais vous vous trompez, etc. Bref. Donc un soutien pervers parce qu'il conduit à une dévitalisation d'un droit international qu'on prétend par ailleurs défendre. Et puis, un troisième forme de soutien. Le premier, il était diplomatique, le second est d'ordre juridique, le troisième, il est lié au fait que dès le 8 octobre, et là je prends le cas de la France, il y a eu immédiatement par le gouvernement actuel un récit dominant imposé. Un récit dominant imposé. Ce récit dominant consistait à dire à peu près un groupe terroriste a commis des actes qui sont vraiment effectivement barbares, et je ne fais aucune espèce de concession, attaquant une démocratie, et donc il faut absolument soutenir cette démocratie et faire en sorte que, c'est la priorité de la priorité, faire en sorte que, évidemment, les gens qui ont fait ça soient punis et que les otages soient libérés. C'était ça. Dans les 3 jours qui ont suivi, le 10 octobre en l'occurrence, Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice, a publié une circulaire en disant que tout discours qui pourrait dire que cet acte est un acte de résistance, ou qui pourrait légitimer l'action du Hamas, ou qui pourrait dire des choses positives sur le Hamas, eh bien, serait susceptible de poursuites pénales sur la base de l'article 421, qu'il faut bien lire, c'est un article très intéressant, très large, n'est-ce pas ? Et il y a eu effectivement, depuis cette époque-là, depuis le 10 octobre, des centaines de procédures qui ont été lancées contre des gens qui ont pu dire, par exemple, oui, le Hamas, il a fait des actes terroristes barbares, mais en même temps, c'est quand même une organisation politique qui a gagné des élections en 2006. Bref, si on fait une analyse, on n'a plus le droit. Et le préfet dont nous parlions, ou la préfète, va nous dire, vous parlez dans ces termes du Hamas, donc vous allez être poursuivi sur la base de l'article 421. C'est-à-dire qu'on vous interdit de penser, quoi. On vous interdit de penser. Et ce récit de dominant, en plus, il se déploie. Alors, il se déploie d'abord, comme je viens de l'évoquer, au fond sous une forme judiciaire. C'est-à-dire que le récit est judiciarisé. C'est le premier point, il est judiciarisé. C'est-à-dire qu'il y a un bonhomme, le ministre de la Justice, qui pond une circulaire de quelques lignes et qui devient un acte normatif qui produit des effets et qui nous interdit de penser. Et d'autres ministres, comme par exemple le ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'est permis aussi d'envoyer des lettres ou des circulaires sur le plan juridique, il y a différentes formes. Du coup, nos petits camarades dans les universités sont retrouvés pétrifiés, n'osant pas parler de ça parce que, ah ben oui, on n'a pas le droit. Vous vous rendez compte où on va? Moi, j'ai vécu un peu, j'ai un certain âge, mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une telle situation. Donc ça, c'est la judiciarisation du récit. Mais il n'y a pas que ça. Ce récit dominant aussi, il est évidemment instrumentalisé sur le plan politique. C'est-à-dire que, on a bien vu, alors s'il y a certains responsables politiques qui sont à l'EFI ou des gens comme Dominique de Villepin ou d'autres gens, on les met à l'index parce qu'ils ont un autre récit. Tout ce qui va contre le récit dominant, eh bien, il faut pas simplement, comment dirais-je, le discuter, mais il faut le condamner, quoi. Et on appauvrit complètement toute réflexion. Et c'est pas donc une surprise de voir la pauvreté de la position française pendant des semaines et des semaines. Ils ont dit vraiment des conneries, je m'excuse, mais c'est des conneries. Parce qu'ils sont enfermés. Quand par exemple Macron, c'était en octobre, dit on va transporter, je vais te finir par trouver, c'est la troisième transférer la logique de la coalition contre Daesh, on va la mettre contre le Hamas. C'était une aberration, une stupidité absolue. Absolue. Vraiment. Et moi, je connais les diplomates autour de lui, et je leur demandais mais qu'est-ce qu'il lui a pris? On ne sait pas. Réponse, on ne sait pas. On n'est pas au courant. Et après, c'est parti. Mais vous voyez ce genre de choses. Donc voilà, c'était une instrumentalisation d'un récit qui nous aboutissait à faire des choses stupides. Vraiment stupides. D'ailleurs, aucun des
Même en Europe, personne n'a suivi cette idée. Il suffit de réfléchir un peu. Parce que si on a fait ça, mais il aurait fallu bombarder Jérusalem, par exemple. Parce qu'il y a du Hamas à Jérusalem. Vous voyez un peu l'absurdité de l'affaire. Bon, voilà, donc, instrumentalisation politique. Et puis un troisième vecteur de ce récit dominant, c'est ce que j'appellerais il est éditorialisé. Le mot est un peu bizarre. Éditorialisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que beaucoup de médias en ont fait leur ligne éditoriale. Le récit dominant devient la ligne éditoriale. Et moi, j'ai eu l'occasion de participer à pas mal de débats ici ou là. Et je vous assure qu'au début, c'était incroyable, de difficulté, comment critiquer le récit dominant, puisque la ligne éditoriale de telle chaîne de télé, elle est complètement arc-boutée à ce récit dominant. Donc, vous ne pouvez rien faire. Je me suis fait virer de BFM TV en 5 minutes. À LCI, on ne m'a gardé pas longtemps. D'autres étaient beaucoup plus ouverts, comme par exemple France 24 ou France Info TV ou Sud Radio. Enfin bon, après, il faudrait vous en faire un détail assez concret. Puis il y a des choses, après, au fil du temps, sont un peu évoluées. Mais c'était ça, il y avait vraiment des lignes éditoriales. Et vraiment, des informations fake, comme on dit aujourd'hui. Vraiment, ils balançaient des choses fausses, quoi. Vraiment fausses. Je pourrais donner plein d'exemples aussi. Donc vous voyez, ce récit dominant, c'est qu'on veut nous imposer. Je trouve que c'est grave. C'est véritablement, comment dirais-je, nous empêcher de penser. Et nous empêchant de penser, ça veut dire qu'on est incapable, à ce moment-là, de pouvoir réfléchir à ce qui est vraiment en jeu. Il y a la question des otages, bien entendu, personne ne le nie, mais c'est bien au-delà de la question des otages. C'est pas simplement une prise d'otage, c'est beaucoup plus complexe. C'est un affrontement entre deux peuples qui dure depuis des décennies, et dont on vit aujourd'hui un épisode absolument tragique, dans toutes ses dimensions. C'est ça qu'il faut penser. Alors du coup, quand même, au fil du temps, les choses ont un peu évolué. Et donc on n'est plus tout à fait dans ce carcan du récit dominant des premières semaines. Mais on y est quand même encore un peu. Vous voyez. Et aujourd'hui, ce récit dominant, il a pris évidemment beaucoup de, comment dirais-je, il s'est affaibli par le constat de ce qui se passe là-bas. Quand on voit ce qui se passe, on dit, bon, quand même, non, c'est plus complexe que ça. Il y a 2,5 millions de gens, enfin 2,2 millions de gens qui sont en train qui sont morts, qui sont encore en difficulté, etc. Je faisais ce matin un débat avec quelqu'un sur les femmes qui sont à Gaza, et en particulier les femmes enceintes. Il y a plus de 50 000 femmes enceintes et qui sont dans des conditions terribles quand elles accouchent. Parce qu'il n'y a rien du tout. Ils accouchent sur le trottoir, ils accouchent avec un iPhone s'ils ont un peu de lumière, sinon... et après, bon, il faut qu'elles repartent, il n'y a pas d'hôpitaux, il ne reste plus beaucoup, etc. etc. Donc du coup, le récit dominant est quand même un peu, aujourd'hui, mais à quel prix? Au prix de temps de destruction, et on n'est pas encore dans une vision très claire. Voilà, les 3 points que je voulais évoquer. Un dernier point qui sera la conclusion. Aujourd'hui, la conclusion, c'est regarder malgré tout ce qui se passe devant nous. Et il y a au fond deux pôles, deux pistes dans ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et qui est lié très concrètement aussi aux discours qui sont aujourd'hui les discours des principaux acteurs politiques. Alors si on prend Israël, le discours qui est tenu aujourd'hui par Netanyahou, mais pas seulement par Netanyahou, encore qu'il y a de plus en plus de contradictions au sein de la coalition, c'est très clair, eh bien, c'est de dire que l'avenir, c'est la domination. Ça tient en un mot, la domination. C'est-à-dire, on va garder le contrôle de Gaza, on est en train de créer, de construire des routes qui permettront, comme ça s'est fait il y a 50 ans déjà à Gaza, qui permettront à l'armée israélienne d'arriver sur un point très rapidement. On va faire une zone, une sorte de zone de tampon où il n'y a plus rien entre la ligne actuelle et puis 2 ou 3 km. Et c'est un crime de guerre, entre parenthèses, de faire ça, parce qu'ils détruisent tout le long de cette ligne. Hein. Et en ce qui concerne la Cisjordanie, statu quo, on réprime à fond. La colonisation, dont j'ai peu parlé, évidemment, pendant ce temps-là, a réaccéléré comme jamais, avec tout ce que ça implique. Depuis le 7 octobre, il y a plus de 400 morts de gens qui, évidemment, sont des terroristes, mais la plupart du temps, c'est des gens qui ont voulu simplement dire non à la situation dans laquelle ils étaient, etc. Voilà, nous en sommes dans cette affaire, et c'est ça que veut l'actuel gouvernement israélien, quelque part soutenu par une bonne partie de la population israélienne. Là, l'enjeu est très complexe.
Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais non, on ne pourra pas continuer par ce statu quo, la force n'est pas la force n'est pas la solution. Puis en même temps, ils sont tellement, en Israël, tétanisés par ce qui s'est passé le 7 octobre, il faut en prendre la mesure, tellement tétanisés qu'ils ne voient au fond que l'idée que par la force, on va les avoir, on va les abattre. C'est vraiment ça. Dans un livre d'Amos Oz, qui est un important écrivain israélien qui est mort il y a quelques années, mais c'était une figure de proue de la littérature israélienne, mais aussi du camp de la paix. Et il avait, il y a très longtemps, fait un bouquin qui s'appelait Les Voix d'Israël, et il faisait le tour des différentes sensibilités en Israël au moment de la guerre du Liban, c'est-à-dire ça nous emmène en 1982. Et il rencontre des gens de droite, d'extrême droite. Et les gens de droite, d'extrême droite, lui tiennent un discours assez comment dirais-je, violent, mais en même temps, sur le plan philosophique, qui pose vraiment des vraies questions. Amos Oz lui dit, mais nous sommes, parce qu'il fait partie évidemment de l'élite israélienne, nous sommes ce peuple qui a subi la Shoah, qui a subi les persécutions. Comment pouvons-nous être à notre tour des bourreaux? Et la réponse est vraiment très intéressante. Et aujourd'hui, elle résonne, 40 ans plus tard, le bouquin a 40 ans, mais elle résonne dans la situation actuelle. Il disait en substance, je vous en cite quelques extraits, plus jamais, nous ne serons cet homme tendre et délicat face à l'adversité. Et si nous devons choisir entre être un bourreau ou une victime, plus jamais nous ne serons une victime. Je préfère assumer le rôle de bourreau. C'est vraiment des phrases, alors il y a 10 pages, c'est un chapitre entier de ce livre, mais je vous en cite quelques-unes. C'est-à-dire que non, voilà, qu'importe. Et il y a une indifférence totale à la souffrance de l'autre. C'est complètement hermétique, et probablement de l'autre côté aussi d'ailleurs. Il est probable que pour les Palestiniens, ce qui s'est passé le 7 octobre, bon, après tout, c'est les occupants, ils ont ce qu'ils méritent. Donc on est aussi dans une situation où vraiment la violence est à son incandescence en quelque sorte. Donc le premier pôle, c'est ça. C'est que, malgré tout ce que je viens d'évoquer, ou en raison de ce que je viens d'évoquer, on va garder le contrôle. On va garder le contrôle, et par la force, on va s'imposer. Que ce soit à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, évidemment. Ça, c'est le premier pôle. Le second pôle, qu'on voit émerger notamment aux États-Unis, qu'on voit balbutier en France, qu'on voit dans certains pays comme l'Espagne, qu'on voit chez Borrell, le chef de la diplomatie que j'évoquais tout à l'heure en Europe, qui consiste à dire qu'il faut sortir par le haut. Jamais on ne réussira à régler la question dans ces conditions, jamais on ne pourra, par la force, faire en sorte que l'un l'emporte sur l'autre. Il faut un compromis, et ce compromis ne peut être que la séparation des deux peuples. Et par conséquent, revenir au droit international et revenir aux deux États. Donc il y a cette idée, cette question des deux États qui était complètement ensevelie avant le 7 octobre, pour les raisons que j'évoquais. Souvenez-vous de la phrase, vous vous intéressez encore à cette question. Alors s'il n'y avait pas eu deux États, le diplomate il serait étouffé de rire, c'était ça à peu près. Eh bien voilà, donc il y a cette idée que revenons au droit international. Alors voilà les deux pôles. Alors entre les deux pôles, il peut se passer plein de choses. Alors dans quelle direction va-t-on aller? Est-ce qu'on va aller vers ce rapport de force qui va se continuer et qui va aboutir à ce que finalement, après 30 000 morts, 40 000 morts, je ne sais pas, parce que c'est pas fini malheureusement, après la destruction d'un territoire, avec le risque qui persiste que les Gazaouis soient contraints de partir, soient chassés, nettoyage ethnique reste encore une option, évidemment. Ça serait le premier pôle. Ou bien aller vers le droit international. Franchement, j'en sais rien. Si je devais conclure, je dirais en une phrase, je crains que ce soit le premier pôle qui l'emporte parce que les rapports de force sont ceux-là sur le terrain. Mais d'un point de vue éthique et juridique et politique, j'espère que ce sera plutôt le second. Voilà, c'est ce qu'on appelle une réponse. Chacun se sert après. Mais voilà les deux options, en espérant évidemment que ce sera la seconde qui l'emportera, mais je n'en suis pas vraiment certain, car pour cela il faut beaucoup d'intelligence politique. Et quand vous recherchez qui a de l'intelligence politique parmi tous ces acteurs, il faut vraiment ramer sérieusement. Voilà, je vous remercie.
temps pour le débat. Donc, asseyez-vous, madame. Là, il y a une place. Oui, merci. Venez, c'est gentil. Bon, on va laisser Fortune qui a organisé cette soirée. Merci beaucoup pour cette soirée. On va vous laisser animer puisque c'est vous qui êtes les initiateurs de la soirée. Allez. Merci beaucoup pour cet exposé. Vraiment, comme d'habitude, c'est très très intéressant. Et je rappelle qu'en 2017, la conférence nous avons organisée avec vous à l'ENS, à l'époque déjà, vous étiez très sceptique. Je me rappelle. Je vais changer. Voilà, vous étiez très sceptique sur le. Voilà. Et du coup, voilà, si le débat est ouvert. Ce qu'on vous propose, c'est que ça soit plutôt des questions. Oui, merci de votre intervention. Est-ce que vous ne pensez pas, que pensez-vous du fait que le Hamas savait très bien comment Israël répondrait et que les Palestiniens sont seuls au monde et victimes aussi bien d'Israël que du Hamas? C'est ma question. Vous n'en avez pas une autre? J'en ai une autre, c'est sûr. Non, mais je veux dire. La Palestine, elle est en 123. Non, mais celle-là, on commence par le dur. J'ai eu l'occasion, pas depuis quelques années, parce que j'ai voulu me séparer un peu de ce conflit que j'ai bien connu, mais qui me rattrape par le col. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens du Hamas à plusieurs reprises, dans différentes situations. Et c'est des gens, enfin, en tout cas les responsables que j'ai rencontrés, ils sont enfermés dans une logique que moi je qualifie de totalitaire, en termes intellectuels, pas en termes de système politique. C'est encore plus compliqué que ça. On ne va pas chercher un arène pour parler de ça, mais c'est des gens extraordinairement fermés qui ont publié une... Enfin, il faut d'abord rappeler d'où ils viennent. Ils viennent des frères musulmans. Hein. Ils viennent des frères musulmans. Et les frères musulmans, jusqu'en 1985-86, en fait, ne voulaient pas se battre contre l'occupant israélien. Il faut quand même le savoir. Et puis, évidemment, la jeunesse palestinienne leur a dit, et la jeunesse qui faisait partie de ces frères musulmans, enfin, comment ça, vous êtes sous occupation et vous laissez faire. Et du coup, il y a eu une réflexion qui s'est produite, qui a produit le djihad islamique d'abord, et puis ensuite, au moment où l'intifada démarre en décembre 1987, la fameuse intifada non violente, tout ça, les frères musulmans ont dit il faut qu'on y soit. Et ils ont fait le Hamas. Hamas qui veut dire, en arabe, ça veut dire mouvement de résistance islamique. Bon, et donc ce mouvement avait tout de suite une ligne. Quand même, il faut dire les choses comme elles sont, dans sa charte des éléments antisémites, c'est écrit, alors même si après on peut faire toute une analyse de cette question, première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils étaient sur l'idée de créer un État sur l'intégralité de la Palestine, comme dans les années 20. Dans les années 20, ça se justifiait, mais là, c'était quand même un peu différent. Et un État islamique, donc un État sur toute la Palestine, du Jourdain à la mer, et un État islamique, évidemment, avec tout ce que ça implique comme équipement. Et puis enfin, troisièmement, quand ils ont, faut bien, enfin ça serait trop long, mais ils ont quand même été, pendant le processus d'Oslo, ceux qui ont détruit le processus d'Oslo. Ils ont fait des attentats terribles en 1994, 1995. Il y avait une chance que ce processus fonctionne. Moi, j'étais souvent là-bas. Et je me souviens, après la mort de Rabin en 4 novembre 1995, bon, il y avait vraiment une gauche avec Rabin, enfin avec Pérez, qui aurait pu gagner les élections. Finalement, c'est Netanyahou qui les a gagnées en mai 1996, en mai 96. Et pourquoi est-ce qu'il les a gagnés? Il faut vraiment avoir ce genre de choses à l'esprit. C'est que le Hamas a fait des attentats en pleine ville de Jérusalem, en pleine ville de Tel Aviv. Et moi, je me souviens, j'étais là, j'étais à 300 mètres du premier attentat à Jérusalem. C'était juste en face de la Grande Poste, pour ceux qui connaissent Jérusalem, Jaffa Road. Et voilà, c'était terrible. Un bus avait explosé, il y avait un attentat suicide, et les Israéliens disaient, mais bon, on est dans un processus de paix,
Et il y a des attentats comme ça, et quelques jours plus tard, la même chose à Tel Aviv. Et du coup, les élections, il y avait Pérez d'un côté, parce que c'était une élection au suffrage universel direct. Premier ministre. Si je vais dans le détail, on va aller voir, mais bon. Donc, c'était ces deux personnages. Pérez qui voulait poursuivre le processus de paix, Netanyahou qui voulait s'aborder. Qui a gagné? C'est Netanyahou, mais d'1%. Sur 3 millions de voix, il a gagné avec 30 000. Et s'il n'y avait pas eu ces attentats, alors je ne sais pas ce qui serait passé, mais je fais l'hypothèse que Pérez aurait pu l'emporter. Vous voyez, donc le Hamas a une responsabilité écrasante dès ce moment-là. Par la suite, le Hamas, je ne veux pas faire l'histoire, mais juste quelques points. Ensuite, il y a des élections. Alors, en 96, il ne veut pas être... Il ne se présente pas aux élections, le Hamas, il ne veut pas d'Oslo. Or, les élections, c'est lié à Oslo. Mais plus tard, en 2006, c'était les secondes élections au Conseil national législatif, il se présente, et qu'est-ce qui se passe? Il gagne. Il gagne. Vous avez oublié ça. Donc, il ne faut pas réduire ça à un groupe terroriste. Évidemment, c'est plus complexe que ça. Eh bien, il les gagne, et il y a un gouvernement d'union nationale qui est créé à ce moment-là, qui ne va pas durer longtemps, qui va durer quelques mois. Et ce gouvernement d'union nationale, il est présidé par qui? Par Haniyeh, Ismaël Haniyeh, l'actuel chef du Hamas. Pourquoi? Parce que le Hamas était majoritaire, donc il était logique qu'il ait le poste de Premier ministre, c'était logique. Bon, voilà, donc on est, vous voyez, dans cette évolution, mais ensuite ça s'est à nouveau gâté. Alors, je ne vais pas faire l'historique, hein, mais en 2005, il y a eu cette évacuation par Sharon de Gaza, et il y a eu ensuite la prise du pouvoir par le Hamas à la suite de ces difficultés liées aux élections 2006, 2007, bref. Depuis 2007, il prend le pouvoir. Et il prend le pouvoir de manière... Bon, alors, je vais prendre le mot, mais prenez-le avec des pincettes, parce que ça, c'est très polysémique, mais de manière totalitaire. Totalitaire, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Et puis, il y a des gens plus compétents dans la salle pour parler de ça. On peut avoir un débat là-dessus. Mais en tout cas, il enferme les gens dans un seul système monolithique. C'est incontestable. Et sur la base de la résistance, puisque c'est son label, et de la violence, et avec tous les affrontements. Donc, la responsabilité du Hamas, de ce point de vue-là, de mon point de vue, moi je ne donne qu'un point de vue, c'est tout. Je ne réponds pas à une question de manière objective, je dis simplement mon point de vue. Le résultat, quand on voit ce qui se passe, c'est un échec monstrueux. C'est un échec monstrueux. Il y aurait eu bien d'autres stratégies à conduire, certainement. Donc la responsabilité du Hamas, et puis ce qui s'est passé cet octobre, je peux y revenir une seconde, que le Hamas ait entrepris une action armée contre Israël, ça aurait été tout à fait légitime. Alors la préfète va entendre ça, c'était de la résistance, à la condition que ça soit une action armée contre, par exemple, les militaires. Et après tout, c'est une puissance occupante, Israël, que des gens prennent les armes contre les militaires, voire les colons, parce que les colons sont armés, il y avait une logique. Mais faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire massacrer des civils, avec en plus, les Nations Unies viennent de le démontrer, une dimension d'agression sexuelle absolument condamnable, inacceptable, il n'y a pas de mots, c'est dur. C'est-à-dire qu'au fond, cette action qui, dans son principe, pouvait être considérée comme une forme de résistance, attention, boum, devient effectivement quelque chose de lâche, enfin bref. Et donc, la responsabilité du Hamas, elle est considérable dans cette histoire. Et en plus, et je terminerai mes critiques du Hamas en disant, en plus, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que ça pouvait représenter pour Israël. C'est-à-dire qu'en termes de stratégie, c'est vraiment pas tout à fait ce qu'il fallait faire. La réaction en Israël... Ça réactivait la psychose de la Shoah. Exactement. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Exactement. Réactiver la psychose de la Shoah et faire qu'Israël, détruire Amalek. Voilà. Et c'est ça. Et ce que vous dites, palestinienne, elle y passerait. Ce que vous dites est important parce que, d'abord, c'est vachement pratique d'avoir posé des questions et y répondre, ça m'arrange beaucoup. Parce que je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que ils n'ont pas... c'est quand même étrange qu'ils fassent un contresens aussi énorme, parce que ça a complètement aggloméré les différents groupes israéliens, et ils sont tous, comment dire, tétanisés, et sont... Même aujourd'hui, même 5 mois après, ils sont encore sur cette ligne. On a attaqué le peuple juif, etc. Et ça, il faut le comprendre. Si on ne le comprend pas, on passe à côté de tout. Et aujourd'hui,
je ne sais pas quel serait le sondage, je n'ai pas vu de sondage là-dessus, mais je fais l'hypothèse qu'aujourd'hui, des Israéliens même ouverts aux Palestiniens, si on leur pose la question, est-ce que vous voudriez que les Palestiniens de Gaza s'en aillent, en Égypte ou je ne sais où, je ne serais pas étonné s'il y avait une majorité d'Israéliens aujourd'hui qui le pensent. Ce n'est pas un résultat, c'est une hypothèse, je n'en sais rien, évidemment. Mais je veux dire qu'il faut bien comprendre la force émotionnelle que ça représente pour les Israéliens aujourd'hui. C'est fou, quoi. Et par conséquent, quand on leur parle d'un État palestinien aujourd'hui, c'est impossible. Il y a toute cette histoire qui revient avec une puissance incroyable, même 5 mois après. Et c'est pas une question de moi, d'ailleurs. Dans 10 ans, ce sera la même chose. Ce sera pareil. Ça va rester dans les mémoires, complètement, quoi. Et je répète, les agressions sexuelles qui ont été commises, qui ont été quand même très nombreuses. Après, il y a tout un débat entre les Nations Unies et Israël pour savoir quelle était leur ampleur, si c'était prévalent ou pas, enfin bref. C'est quelque chose de... Enfin, voilà, point. On ne peut pas... aucune cause ne peut justifier de pointer la ligne. Donc le Hamas, évidemment, a une énorme responsabilité. Oui, par rapport à ce qui vient de se dire, je vais essayer de faire court en une question, mais c'est quand même un peu difficile, surtout de la place du Duchesse Doré. Mais tout de même, on puisse parler du Hamas de manière comme ça, homogène. Je pense que comme tout mouvement de résistance, c'est forcément extrêmement hétérogène. Ça a été pensé, et en plus ils ont été un peu débordés, ça l'histoire, on le sait déjà, d'une part. Et d'autre part, moi je pense quand même, mais c'est un discours après coup, après on a été assommés par ce qui s'est passé cet octobre, on est tous d'accord. Mais après coup, c'est très cynique, mais s'il n'y avait pas eu cet acte de guerre, eh bien, on ne parlerait plus de la Palestine. Et justement, les accords d'Abraham étaient... S'il y a eu à ce moment-là, justement, un mouvement du Hamas, c'est parce que justement, la Palestine allait disparaître. Et c'est quand même de ça. Ma question, je change de... C'est par rapport donc, au discours, parce que il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe en France, qui est extrêmement grave, c'est le mouvement d'extrême droite qui monte. Alors, le discours dominant, le récit dominant, le récit éditorial des médias qui s'est appuyé sur le récit dominant. Vous avez dit qu'il y avait quelque chose comme ça qui se confrontait à la réalité des faits. Moi, je n'ai pas tellement ce sentiment. J'ai l'impression que quand ça baisse d'un côté, ça vient de l'autre part, ce qui se passe immédiatement. Écoutez, ma réponse à votre question qui en est à motiver, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas un avant, un après. Il y a des choses très complexes, contradictoires, qui apparaissent, qui disparaissent. Mais le récit dominant demeure, globalement. Et la position du gouvernement français a un peu évolué, par contre. Il commence à se rendre compte d'un certain nombre de choses, mais ce n'est pas encore très clair de ce point de vue-là. Oui, pour le reste, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Mais en même temps, si vous voulez, le Hamas a fait en sorte que, effectivement, maintenant la question israélo-palestinienne, tout le monde en reparle, et c'est un changement radical. J'ai commencé par ça dans mon exposé. Mais on ne peut pas ne pas penser que c'est de la pire des façons. C'est de la pire des façons. Et que le risque, quand je disais qu'à la fin, dans ma conclusion, je disais soit on va vers une domination renforcée, ou bien vers une solution politique, eh bien, je crains que si c'est la première, ça veut dire qu'on aura remis en question, on aura remis sur le devant de la scène la question palestinienne, pour finalement l'ensevelir. C'est ça ce que je trouve tragique dans cette histoire. Et donc ces 30 000 morts, ces 70 000 blessés, cette destruction complète aura abouti à l'inverse de ce qu'on aurait pu espérer pour la Palestine, c'est-à-dire qu'on prenne en compte leurs droits fondamentaux. C'est ça le problème. Merci Jean-Paul pour cet exposé assez clair. Je n'ai pas de questions précises. Je voulais juste faire un petit commentaire. Je vais être court puisque tu as presque tout dit. Mais il ne faut pas oublier que fondamentalement, nous sommes en présence d'une situation coloniale. Le colonisé déteste à mort le colonisateur et inversement. Les Israéliens ont la haine pour les Palestiniens
les Palestiniens ont la haine pour les Israéliens. Ça, c'est une donnée. Il faut lire ce qui se dit, ceux qui sont sur place, ou écouter ceux qui sont sur place. Maintenant, nous sommes à l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur. Il faudrait aider les deux parties à mettre fin au conflit. Tu l'as très bien dit, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la peine de faire des commentaires qui a raison, qui a tort. C'est une situation coloniale. Et donc, le colonisé, il veut tuer le colonisateur. Le colonisateur veut tuer le colonisé. On ne peut pas jeter l'éponge ou la responsabilité sur le Hamas. Il y a une radicalisation, et tu le sais très bien, tu suis la chose depuis des années, une radicalisation du nationalisme palestinien. Et donc, la responsabilité est totale chez les Américains. Ce sont les Américains qui détiennent les clés de ce conflit. Si demain Biden dit stop, ça s'arrêtera. Donc la responsabilité, c'est les Américains et la France, qui est quand même un grand pays, devrait faire pression sur les Américains et avec les Européens pour mettre fin définitivement à ce conflit. Parce que dire que c'est de l'antisémitisme, ce n'est pas vrai. Le Hamas n'a pas tué des Juifs, ils ont tué des Israéliens. Et ce n'est pas parce qu'ils sont Juifs qu'ils les ont tués, c'est parce qu'ils sont des Israéliens. Comme hier, le FLN tuait aussi des Français en Algérie. Voilà, je m'arrête là. Je m'excuse d'avoir été long. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Sur le dernier point, par exemple, c'est que tu sais comme moi que c'est extrêmement compliqué, cette dimension de l'antisémitisme, car ils ont tué, assassiné 1200 personnes, et je crois effectivement que d'un point de vue rationnel, c'était tous ceux qui étaient là. Et il y avait aussi des non-juifs qui ont été assassinés. Bon, mais en même temps, c'est extraordinairement difficile dans les périodes de tension et de passion et d'émotion comme celle que nous vivons en France ou là-bas, de faire le distinguo intellectuel entre l'antisémitisme et le fait qu'on a tué des Israéliens parce qu'ils sont les représentants de puissances occupantes. Que tu sais comme moi l'extraordinaire difficulté dans un débat, par exemple, je sais pas, à la télé ou ailleurs, si tu rentres là-dedans, c'est d'une complexité inouïe, parce qu'en plus on n'a pas le temps de s'exprimer en détail, mais c'est vrai qu'il y a une vraie question. Et Macron a tort de ramener ça à un acte antisémite, et il aurait tort aussi, à mon avis, de ne pas prendre en compte la dimension antisémite. Donc il y a quelque chose de complexe dans cette affaire. Et la complexité, c'est pas l'apanage des politiques. Les politiques, ils y vont comme ça, sécateurs, tu vois, à la serpe, et puis voilà. Il y a en plus des enjeux de politique intérieure. Quand un Macron s'exprime, il s'exprime aussi par rapport à la politique intérieure, et ça, c'est tout à fait... Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme tu dis, c'est un État colonial. Alors, moi, je crois que c'est très intéressant quand on dit ça dans un débat. Il y a toujours un mec ou une dame qui disent « Comment vous osez dire ça ?» Alors là, il suffit simplement de dire « Mais c'est pas moi qui dis ça. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est eux-mêmes, les Israéliens, qui se revendiquent d'un État colonial. Ils ont fêté en 2017 les 50 ans de la colonisation. Il y a eu de grandes festivités pour fêter ça. Et puis surtout, il y a une loi qu'il faut toujours ramener dans le débat. C'est la loi de juillet 2018 sur l'État-nation du peuple juif. C'est une loi fondamentale au sens propre du terme et au sens juridique du terme. Ça fait partie de ce qu'on appellerait nous en France du bloc de constitutionnalité, quoi, si on veut faire. Bref, ça fait partie du système constitutionnel. Même s'il a été voté que par 62 voix sur 120 et qu'il y avait... Bon bref, aujourd'hui ça serait voté sans doute par beaucoup plus que 62. Il y a 120 députés avec les 7. Aujourd'hui, à mon avis, ce serait beaucoup plus. Or, dans cette loi, il y a un article, et ce n'est pas affaire du juridisme, hein, si vous allez chercher sur Internet, l'article 7. Que dit l'article 7 ? Les colonies et la colonisation représentent une valeur fondamentale de l'État, et l'État fera tout pour encourager et développer la colonisation. Article 7 de la loi de juillet 2018, terminé, à dégager. Il y a aujourd'hui 700 000 colons, un peu plus, donc l'affaire, elle est bouclée. Et ça, il faut le rappeler, c'est pas nous qui disons qu'Israël est un État colonial,
c'est Israël qui se revendique aujourd'hui comme ça. C'était pas vrai il y a 30 ans, on n'aurait pas pu dire ça de la même façon. Bien sûr qu'il y avait une dimension coloniale, mais pas à ce point. Elle s'est, à mon avis, très fortement accentuée après Oslo. Après, c'est une question de débat. Bon, voilà. La colonisation, elle a commencé en fait dès 67, mais la véritable colonisation, c'est-à-dire intensive, elle est consubstantielle de l'arrivée de la droite au pouvoir. Et la droite au pouvoir, c'est en 77. Entre 48 et 77, et donc entre 67 et 77, vous me suivez, ça a toujours été les travaillistes au pouvoir. Toujours les travaillistes au pouvoir. À partir de 77, c'est la droite. Et puis de 77 à 2000, c'est une alternance droite-gauche. Et à partir de 2000, ce n'est que la droite. Vous voyez? Et dans la droite, depuis 2000, à chaque fois qu'il y a de nouvelles élections, les commentaires c'est le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. À chaque fois, il est plus à droite. Et là, il bat des records, hein, avec les fascistes, les racistes, les suprémacistes, comme Ben Gvir, comme Smotrich et tous les autres. Qui, entre parenthèses, pour Smotrich et pour Gvir, ont les postes clés. Là, c'est la sécurité nationale, l'autre, c'est les droits occupés. Donc vraiment, on est dans cette situation. Donc effectivement, c'est une question coloniale. Alors, il faut faire attention au terme parce que c'est pas la colonisation exactement du même type que par le passé, mais quand même, c'est d'une nature, on veut coloniser avec cette différence, peut-être, là je parle sous le contrôle de quelqu'un qui connaît mieux que moi, on colonise, non pas pour dominer le fellah, mais on colonise pour virer le fellah. C'est-à-dire que la clé, c'est pas la domination, c'est l'expulsion. Hein, c'est une différence importante. Juste une remarque avant de poser la question. Hier, la Chine, le chef de la diplomatie chinoise, qui s'appelle Wang Yi, a dit que la situation à Gaza était catastrophique. C'est la première fois que la Chine, qui n'intervient officiellement pas dans les affaires des autres pays, s'exprime. Alors, est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Moi, la question, c'est par rapport à l'Égypte. Bon, la plupart des Gazaouis sont à proximité du territoire égyptien. Que peut faire le maréchal qui a d'autres problèmes que ça, notamment une économie en perte de vitesse, une dette de 165 milliards de dollars, une économie qui s'effondre. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Je crois que, vous savez, dans ces cas-là, il y a une seule ligne pour... c'est son intérêt national. Comment il peut ne pas avoir les